Bonsoir à tous, vous connaissez la formule. Au nom d'Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux Manufactures Nationales avec une séance dédiée au laboratoire des pratiques durables. Comme vous le savez peut-être, avec la création des Manufactures Nationales, il y a une direction de la recherche et l'innovation qui a été mise en place. Dans cette direction, il y a un laboratoire des pratiques durables où on essaye de solliciter les innovations, les recherches autour des matériaux et des couleurs de Sèvres ou couleurs textiles des Gobelins. Donc l'idée, dans ces rencontres, c'est justement de s'éveiller, de nous éveiller à tout ce qui est créé, tout ce qui est en cours de développement, soit dans des modèles économiques déjà existants, persistants, ou dans des émergences et des innovations qui ont plein d'avenir. Alors ce soir, deux intervenants qui sont justement deux modèles de développement et de recherche très différents et à des stades différents. Donc la première est Sophie Chenel, que l'on connaît bien au National, même si c'est la première fois qu'elle vient. On a souvent eu recours à ses créations. Et Sophie Chenel est le suite d'une lignée familiale qui travaille sur les matériaux et les techniques de décoration, plus particulièrement autour du papier et des papiers très spéciaux, on dira tout à l'heure, et j'ai vu qu'elle a amené des échantillons, et donc elle nous fera l'état des lieux du procédé Chenel. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup Marc. Merci à tous d'être là, je suis très fière. Du coup, moi je vais vous raconter un peu qui nous sommes. On est surtout une société familiale qui a 129 ans. Donc moi, je suis la 4e génération. Et je vais vous raconter un peu vite fait ma vie. Voilà, on vient du milieu de l'exposition. Mon arrière-grand-père était un menuisier et il se baladait un peu partout en Europe pour monter des expositions universelles. C'était le bois. Le bois était le matériau de prédilection. Aujourd'hui, vous voyez, on est une petite vingtaine. Moins de chapeaux, moins d'enfants aussi au premier rang. Voilà, on a des matériaux tout à fait exclusifs qu'on développe avec des industriels généralement français. Donc on va chercher là où il y a des matériaux intéressants, ou bien on va constituer un cahier des charges et chercher des industriels qui seraient capables de fabriquer pour nous en exclusivité ces matériaux. On les utilise principalement pour réaliser des décors dans des lieux recevant du public. Ce sont des décors qui vont résister au feu. Ça, c'est le maître mot chez nous. Impossible de s'immoler par le feu dans nos ateliers, puisque tous les papiers sont classés dans feu M1 pour que vous puissiez visiter des expositions en sécurité, que vous puissiez aussi, voilà, dans un hôpital, la première vignette en haut à gauche, c'est un décor pérenne dans le CHU d'Amiens. Vous voyez différentes réalisations, des vitrines, des centres commerciaux, des histoires de court terme aussi. Et c'est ça, en fait, qui nous a mis la puce à l'oreille. On a un produit qui est magique, qui résiste au feu, qui est antistatique, qui est en grande largeur, mais qui est un composite. Et un composite, comme vous le savez, ne se recycle pas facilement. Voilà, on est sur un produit qui est à base de cellulose, polyester, fibre de verre. Et je ne sais pas remettre dans chaque bannière les composants. Imaginez-vous une crêpe, difficile d'aller ensuite remettre dans la jarre du lait, dans le pot du sucre et dans le saladier de la farine. C'est impossible. Donc on est quand même un peu soucieux de notre empreinte carbone. Et surtout que ces utilisations, vous voyez, sont de très très courte durée. Une vitrine pour une maison de luxe dure 6 semaines. Une installation pour une Design Week 2 semaines. Là, j'ai pire. J'ai un mariage saoudien. C'est une soirée. Donc là, on a beaucoup
de papier au plafond, sur scène, etc. D'ailleurs, les Saoudiens sont des gens très respectueux de l'environnement puisqu'ils nous ont tout renvoyé et ils nous ont dit si vous avez un programme de recyclage, nous, on veut bien vous ramener les papiers après le mariage. Alors, ce qu'on fait, c'est que eux, ils avaient tout emballé, tout ça est reparti à l'usine de déchiquetage. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ballots. Voilà, il y a beaucoup de ballots, on garde tous les papiers, beaucoup issus de nos productions, parce que imaginez-vous quand vous découpez une grosse fleur, il y a tout le tour de la fleur. Donc tout ça, c'est en interne, c'est entre 4 à 5 tonnes quand même de déchets dans l'année. Et puis il y a tous les gens, comme ce mariage, qui nous ramènent aussi leurs projets qui ont été de courte durée. Voilà. Et donc on va transformer tout ça avec une usine qui va déchiqueter, on voit les petits copeaux, et puis tout ça est mis dans une sorte de cadre, et il y a une presse à chaud qui va venir appuyer sur les petits copeaux, et vous pouvez donc voir la réalisation d'une plaque. Ça, j'aime bien cette photo, c'est une étudiante qui est venue me voir, et avec son Samsung, elle a pris une photo macro-photo du dropcake. Alors moi, j'ai pas de Samsung, donc ça marche pas. Mais voilà, c'est quand même rigolo. Alors on s'est dit, cette plaque, c'est super. Donc vous avez 60% de déchets drop paper et 40% dans l'usine où on travaille. Ils ont un papier, une sorte de papier sulfurisé qui est enduit de polyéthylène. Et ils ont énormément de chutes, donc ils me donnent 40% de leur gisement de déchets. Donc voilà, il ne suffit pas de trouver une entreprise qui a les outils techniques, il faut aussi les gisements qui vont servir à amalgamer tout ça. Donc voilà, c'est joli, on est content, dropcake, super. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on est du coup en capacité de produire des plaques, mais que fait-on avec ça? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé une amie, Sophie Larger, qu'on devine un petit peu ici, floutée. Et Sophie Larger, qui est aussi designer, diplômée des Arts Déco et qui a un long carnet d'adresses et des gentils camarades. Et je dis, Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et elle me dit, écoute, on va appeler une vingtaine de camarades et on va leur donner la plaque et puis on va bien voir. Donc elle a constitué une liste très intéressante. Vous avez quelques noms ici. Et on a eu un résultat absolument fantastique. D'autant que les plaques ont été distribuées une semaine avant le Covid, le blackout, enfin je ne sais plus comment on dit, le shutdown. Et du coup, tout le monde est reparti avec sa plaque. Et terré chez soi, ça a donné des inspirations et des envies de réaliser des choses. Voilà, donc on a eu un théâtre au Kouzaï, on a eu un petit nuancier, on a eu plein de choses. Ça, c'est juste un petit extrait. Vous pouvez voir sur le site l'ensemble des réponses. C'était très chouette. Et puis, il y a une jolie maison qui s'appelle le Mobilier National qui a fait un appel à projet. Du coup, on s'est inscrit. Et il y a 2 mobiliers qui ont été élus et qui sont donc rentrés pour la collection permanente au Mobilier National, issu de ce projet de réutilisation. Voilà, vous avez le nom des brillants designers. On ne s'est pas arrêté là, parce qu'on s'est dit, ça c'est chouette, ok, bon, mais il faut continuer. Et du coup, j'ai rencontré une designeuse qui s'appelle Marine Père, et avec laquelle on s'est dit, tiens, et si on faisait des gâteaux? Voilà. Parce que Marine, elle fait des mobiliers plutôt gourmands. Le matériau s'appelle Dropcake. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, et si on faisait des gâteaux? Du coup, vous avez plusieurs cupcakes, éclairs au chocolat, donuts, religieuses, bouchées au citron, spéculoos, tarte à la framboise. Et encore une fois, on a eu
Donc on a postulé, on a candidaté à l'appel à projet du Mobilier National, qui est quand même assez force de proposition. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à candidater, parce qu'on a été élu. Moi, j'ai aucune chance au jeu, mais là, franchement. Et l'éclair au chocolat a été sélectionné. Pour la plus grande joie de Marine Père et de Procédé Chanel. Donc voilà, ça fait une jolie petite banquette, fort appréciée de Brigitte Macron. C'était chouette aussi. Bon. Donc voilà. Alors on s'est dit, bon, c'est tout bien, ce drop paper qui est transformable, c'est chouette, mais ça serait bien aussi de trouver des matériaux biosourcés. On me le répète, j'ai fini par regarder un petit peu cette opportunité-là, et on propose aujourd'hui des matériaux biosourcés et compostables. Et bien sûr, nous, on les rend non-feu, parce que ça aussi, c'est notre exigence. Donc là, vous avez du lin et viscose, tout doux, qui permet de faire des choses un peu toujours pareilles dans l'exposition, dans la décoration, dans l'événementiel. Après, on a développé aussi le chanvre. Donc ça, c'est un papier chanvre plus épais, qui nous permet de faire pas mal de trucs. Donc voilà, on est maintenant aussi orienté vers des matériaux biosourcés et compostables, ce qui est assez rigolo. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci pour ce panorama de la création chez Chanel. J'avais une question. On voit bien qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est fortuit? Comment vous le fait de faire appel à l'innovation, à la recherche, comment vous l'organisez? Si c'est organisé, parce que peut-être que ça ne l'est pas. Alors moi, je suis quelqu'un de très, très organisé. J'en doute pas. Je ne sais même pas ce que je vais faire demain. Bon, ça fait partie de... Voilà. En fait, on rebondit sur ses pieds. Hein. Quand on n'est pas organisé, il faut essayer d'avoir un peu de mémoire, de savoir où est-ce qu'on doit travailler tous les jours. Et surtout, nos clients sont des créateurs. Donc, l'inspiration vient comme ça. C'est toujours le même faisceau, parce que nos clients créateurs nous demandent d'aller un peu plus loin. Parfois, il y a une super idée, donc on se dit tiens, et si on allait par là? Ça fait moi à peu près un peu plus de 30 ans que je fais ça, donc j'ai aussi des fournisseurs qui m'appellent quand ils ont des nouveaux produits. Je suis entourée de gens curieux. Alors voilà, c'est un peu comme Monsieur Jourdain. Donc il n'y a pas de structuration interne. Je pense à un modèle qui existe chez un verrier qui organise, qui a estimé que 10% de son temps serait consacré à la recherche dans sa structure, et en gros il prend le vendredi, ou il prend 2 ou 3 jours par mois où toute l'équipe se met à réfléchir, à avoir des élucubrations. C'est pas comme ça chez vous? Non, moi ça se passe souvent sous la douche. C'est le meilleur lieu. C'est les meilleures idées que j'ai. Il y a la séance rasant, vous c'est sous la douche. Voilà. Mais après, on est quand même en capacité tous à avancer de manière collective, spontanée. Il y a quand même pas mal de gens, de têtes chercheuses. Nos opérateurs d'ateliers sont souvent des métiers d'art ou des diplômés archi, design. Donc c'est vrai que tout pendant qu'ils manœuvrent des machines, réalisent des projets, il y a pas mal d'idées qui dans l'air. Qui émergent. Et vous parliez tout à l'heure de l'organisation d'une forme de concours en fait interne, où vous avez donné de la matière et chacun s'est approprié. Là aussi, c'est une forme de concours écrit, on dit on va faire ci, on va faire ça, ou alors c'est vous venez prendre... Non, là pour le coup c'était écrit parce que c'était Sophie Larger, donc il y avait un cadre. C'était un appel à projet, donc elle
elle cadre pas mal les choses, bon, même s'il y avait une grande liberté d'exécution, mais il y avait une date de rendu, il y avait aussi la possibilité de créer quelque chose pour procéder Chanel, afin qu'on soit en capacité de l'éditer éventuellement. Voilà, c'était un peu structuré quand même. Oui, donc ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que quand vous avez lancé ce projet, il y avait l'idée de l'édition, donc de la possibilité de production quantitative, oui, pour entrer dans un catalogue. Ouais. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, rentrer dans un catalogue, le théâtre de la vague d'Okuzai, c'était un peu... Voilà, il y avait quand même beaucoup de profils différents. Et Pirouette Cacahuète de Laurent Godard aussi. Voilà, il y avait une grande liberté. Et puis nous, on n'est pas du tout éditeur d'art, mais on se dit que voilà, on peut aussi montrer des jolies choses à nos clients qui peuvent s'en accaparer. Voilà. D'accord. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Bon, ils font les timides, c'est normal. Je vais continuer. Quels sont là, vous travaillez sur le papier, vous avez parlé du chanvre. Est-ce qu'il y a des pistes d'interrogation sur de nouveaux matériaux, ou de nouveaux dans le sens exploratoire pour vous? Le coton, oui. Je dis n'importe quoi. Hein. Alors là, on est sur un nouveau matériau. C'est un géotextile. Issu de la culture du chanvre, fabriqué en France. Je suis tombée sur un industriel, plutôt start-up industriel génial, ingénieur, qui a créé une machine qui va lasser par douche chaude la fibre de chanvre. Et donc c'est un matériau totalement... c'est un géotextile qui a été conçu pour transformer les plastiques, vous savez, les plastiques noirs dans la culture maraîchère ou dans la vigne, qui vont protéger les pieds de vigne. Et donc, ce plastique noir, il y en a partout dans toutes nos campagnes. Et ce gars s'est dit, et si on mettait une fibre végétale qui se composterait au bout de la durée du désherbage potentiel. Donc, il en est sur plusieurs millions de mètres carrés. On s'est rencontrés. Moi, je me suis dit, c'est une opportunité de changer les moquettes, les aiguilletés à base de polyéthylène, filmées en plus de plastique, qui ont une durée de vie entre 2 à 3 jours sur les salons commerciaux et qui ensuite sont enfouis. Il n'y a pas une vraie filière de recyclage. Donc, voilà, on est là-dessus. On espère que les gens vont comprendre que c'est pas mal aussi d'utiliser ce genre de géotextile. Et avec ça, on s'est dit, la moquette, c'est joli, mais en fait, la moquette, c'est pas un produit à forte valeur ajoutée. Et le fait qu'on le traite non-feu, ça finit par être un produit un petit peu cher. Et du coup, on s'est dit, on va en faire du mobilier. Et là, on est en plein sur le mobilier, sur des cloisons, sur des meubles en chanvre. Et donc, c'est assez rigolo parce qu'on se dit, toute la décoration est compostable. Donc on a le droit de se tromper et le mettre après au compost. Mais donc c'est un géotextile qui se décompose. Il se décompose, bien sûr. Ouais. Il est thermolacé pour une durée de vie à l'extérieur de 12 mois. Mais à l'intérieur, pour l'éternité. D'accord. Ouais. Intéressant. Donc quand nous, on a fini de l'utiliser, on peut le mettre dehors et se composter. Il faut vous tourner vers certains salons métiers d'art. Ouais. Il y en a un au mois de mai, ça pourrait les intéresser de se dire que ce genre de revêtement ou autre, parce que c'est quand même un grand problème, parce que autant les cloisons en bois, on peut imaginer de les récupérer, mais tout ce qui est moquette, c'est une tragédie en fait. Et quand vous dites un ou 2 jours, des fois c'est plutôt de l'ordre de l'heure. Ouais, ça arrive tout à fait. Tout à fait. Même pas. Des défilés, c'est 20 minutes. Donc, le red carpet de Cannes, il est changé tous les jours, par exemple. Alors, il faut faire comme nous. Nous, on a un vrai tapis rouge. Ouais. On le lave, on le bichonne, on l'enroule. Mais il est épais comme ça. C'est ça aussi. Hein. C'est la qualité aussi donne la durée. Bien sûr. Y a-t-il une question dans la salle? Le plus rapide. D'abord là, et puis après là.
Je voudrais savoir si ce nouveau textile à base de chanvre revient beaucoup plus cher que ces moquettes qui encombrent tout le monde et qui ne se détruisent pas. Alors ça, vous avez touché le point sensible, parce que la moquette aiguïtée filmée ne coûte rien en fait. Donc elle n'empêche personne d'être achetée par rouleau. Elle a des couleurs extrêmement chatoyantes. Elle est dans différentes largeurs. On passe du turquoise au fuchsia en passant par le jaune poussin, qui dure pas longtemps non plus, le jaune poussin. Et là, vous êtes sur du 8 € du mètre carré à peu près. Moi, mon géotextile, quand je l'achète, en toute transparence, j'achète 3 € du mètre carré. Du coup, il faut que je fasse une marge, mais surtout, il faut que je le traite non-feu. Parce que, bêtement, aussi, on nous demande de traiter non-feu M1 un matériau qui doit être au sol. Voilà, bon ça, tout ça se discute. Mais vu qu'on fume plus, enfin bon, bref, on pourrait tamiser un peu l'exigence. Et il sort à 16 € aujourd'hui. Et 16 €, je ne fais pas de grosse marge, c'est plutôt un effort promotionnel. Donc entre 8 € et 16 €, eh bien, la conscience environnementale, elle est moins affirmée parfois. Voilà. C'est le prix. Et c'est pour ça que si la moquette paraît chère, dès qu'on va faire une cloison ou un mobilier, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, on valorise plus. 16 €, c'est pas un gros souci. Voilà. Et là, le non-feu est très exigeant, très, très nécessaire. Moi, je voulais savoir, pour les revêtements anti-feu, justement, est-ce que ça ne pose pas un problème de pollution au niveau de la santé, enfin, à respirer? Non, ça ne pose pas de problème de la santé. Vous avez des fiches techniques qui sont vues par des laboratoires patentés qui s'engagent. Voilà. Après, il y a différents produits. Hein. Il y a toute une gamme de produits chimiques. Il y a par exemple le tridioxyde d'antimoine, qui, c'est amusant, c'est un problème actuel. Seuls les Chinois ont l'extraction de l'antimoine, et un peu les Russes. Bon. Et, que des amis. Que des amis. Et puis, c'est surtout des amis de Trump. Donc, comme Trump a dit qu'il n'aimait pas les Chinois, les Chinois ont dit, à ce moment-là, on va garder l'antimoine pour nous. Et du coup, ça peut poser quelques problèmes pour des industriels comme nous, où il va falloir faire autrement maintenant, vraiment. Voilà, parce que l'antimoine, vous savez, c'est un retardateur feu. Et aujourd'hui, il y a l'industrie des voitures électriques qui prennent feu. Et donc, les Chinois vont évidemment tirer leur épingle du jeu sur les véhicules électriques. Ils ont besoin de beaucoup d'antimoine, et aussi pour tout ce qui est sécurité, armement, etc. Donc, voilà, on arrive, nous, à la fin de l'histoire, parfois, pour se réinventer sur les produits. Merci. Une leçon de géopolitique par la matière. Une autre question? Non? Bon, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Et au suivant. Nous continuons cette séance laboratoire des pratiques durables avec Gauthier Dietschi, Nosqua, le nom de l'entreprise. Gauthier travaille avec Manon Fernandez sur du verre, sur d'une nouvelle pratique et des nouvelles conceptions du verre, dans une recherche de produits haut de gamme, ou en petite série ou en sur-mesure, et qui l'engage toujours, il me semble, dans l'innovation. Je lui laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Du coup, comme monsieur l'a dit, Gauthier Dietschi, donc de Nosqua. Donc, je suis co-dirigeant avec Manon. Donc, pour raconter un peu la petite histoire, donc nous, ça fait pas 160 ans qu'on existe, ça fait que quelques années. Donc, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école avec Manon, l'école nationale du verre à Moulins, dans l'Allier.
pour différents cursus. Manon, pour un cursus, du coup, un diplôme des métiers d'art dans le verre et ensuite un diplôme de designer. Et moi, je faisais tout le cursus pour être un bon verrier à côté. On a commencé à faire des projets ensemble et rapidement, on s'est rendu compte que on avait envie de mêler en fait nos savoir-faire et notre créativité afin de créer quelque chose de plus grand. Et c'est comme ça que Nosqua est né il y a maintenant 4 ans. On s'est installé dans le Puy-de-Dôme. Et donc chez Nosqua, on fait du mobilier, du luminaire et de la matière qu'on développe pour l'architecture d'intérieur. Donc ce qui nous différencie et ce qui amène une autre vision à notre métier, ça vient surtout de la matière en fait qu'on utilise. Donc nous on utilise un verre particulier, c'est un verre que vous connaissez tous, c'est un verre très industriel, c'est du verre à vitre. Donc on le reçoit sous forme de grandes plaques avec différentes épaisseurs et après nous on vient le retravailler, on vient le recouper, on vient le graver, le dépolir, le remettre en température et pour créer en fait tous nos produits. Donc moi, on m'a appelé ici pour vous parler en fait des nouveaux matériaux que nous on développe, mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut que je vous présente un de nos produits qui a été un peu le déclenchement, même si ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus avec Manon. Donc ça, ce que vous voyez, c'est la gamme Territoire. Donc nous, on a toujours voulu mettre en avant aussi les matériaux français. Donc sur cette gamme-là, en fait, on a un disque en verre sur lequel on a fait des micro-impacts sur la surface du verre avec un marteau. Donc on vient faire des micro-cassures qui viennent se réveiller avec la lumière. Et l'idée, c'était de mettre en avant notre territoire français et les matériaux qui étaient présents dans chaque région. Donc là, vous avez 3 exemples. Donc le premier à gauche, c'est une collaboration avec des artisans qui s'appellent Ben et Manu, donc des Vosges. Donc la lampe s'appelle Donon. Elle est numérotée sur 88 parce que le bois est extrait de bois des Vosges. Celle du milieu, donc, elle est originaire c'est la pierre calcaire, c'est du tuffeau. Donc elle est numérotée sur 49, d'Anjou. Et ensuite, vu que nous, on est en Auvergne, la dernière, qui était au final la première, c'est de la pierre de lave. Donc elle s'appelle Sancy, elle est numérotée sur 63. Donc si je vous parle de cette gamme, c'est que, en fait, comme Sophie disait tout à l'heure, quand on veut faire un cercle, comme pour faire une rose, en fait, on part d'un carré. Et en fait, on se retrouve avec toute cette matière-là qui soit part à la poubelle, soit qui n'est pas utilisée. Et nous, d'un point de vue économique en premier temps et écologique dans un deuxième, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça à la poubelle. Donc on a commencé avec Manon à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait réutiliser cette matière-là et en recréer quelque chose avec. Et donc après, ça s'est fait un petit peu comme la pénicilline, ça a été sur des tests et une première cuisson et on a vu que ça créait des choses intéressantes et on a voulu pousser la technique encore plus loin. Donc l'idée en fait c'était de réemployer dans un premier temps nos chutes de verre, nos morceaux de verre et venir les faire refondre ensemble pour créer des motifs dans la masse. Et donc après en fonction de la taille des morceaux, comment est-ce qu'on vient les assembler, ce qu'on a fait avant, et ça vient créer des motifs. Petite particularité de ce verre, de pourquoi aussi on utilise ce verre. Donc c'est un matériau très industriel et il y a très peu de verriers qui l'utilisent comme nous on l'utilise. Parce que vu qu'il est industriel, il n'est pas du tout fait pour être utilisé comme nous on le fait de manière artistique. Et en fait il vient créer des choses dans le four. Donc pour vous vulgariser un petit peu, quand on fait réchauffer du verre, n'importe quel verre, en fait il y a un moment où dans sa montée en température, le verre il hésite entre être un verre et un caillou. Et tous les verriers essayent de l'éviter parce que ça fait perdre de sa transparence, ça fait perdre de sa beauté, de son côté cristallin au verre. Et nous, en fait, notre verre avait une forte tendance à se cristalliser. Donc en fait, au lieu d'en faire une faiblesse, on en a fait une force et on a créé tous nos motifs grâce à ça. Donc après, ça a été un gros travail de recherche, de mise en place dans le four, de test. Il y a beaucoup de lundis où je ne voulais pas venir du coup parce que ce n'était pas des très bons lundis. Mais au final, à force de travail et de recherche, on a réussi à sortir tout un tas de matériaux qu'on réexploite et qu'on utilise pour faire tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est la dernière gamme qu'on a sortie, c'est la gamme Solis. Donc là, l'idée, c'était de réutiliser ces matériaux-là pour créer tout un ensemble, toute une gamme de mobilier. Parce que nous, on est artisans, mais aussi designers, on conçoit et on crée tous nos produits.
Donc là, ce que vous voyez, les deux premières photos, c'est une console. Donc là, c'est que des petits morceaux de verre qui sont placés dans le four, comme des dominos. Et en fait, à la montante température, ils viennent se cristalliser entre eux et ça nous fait tout ce motif-là. En dessous, vous avez une lampe où là, c'est encore un autre procédé, où on a mis de manière très géométrique dans le four nos plaques de verre. Et le verre, j'aime bien dire que c'est un matériau vivant, même si ça ne l'est pas, mais en montant en température, il vient s'effondrer sur lui-même et créer en fait du mouvement et créer en fait cette onde à l'intérieur du verre. Et puis après, on a d'autres couleurs de verre qui viennent aussi changer l'aspect qu'on peut avoir. Donc, comme je disais, c'est un matériau qui est aussi donné en fait pour faire du sur-mesure pour les designers, pour d'autres gens. En fait, nous, on a un savoir-faire et on est capable de le donner. Et c'est aussi ce qu'on recherche en fait, c'est donner notre savoir-faire pour que ça crée d'autres choses. Et du coup, là, par exemple, ça, c'est ce que vous voyez en haut, c'est un lot de 3 tabourets qu'on a fait pour une galerie avec laquelle on travaille, où là, l'idée, c'était de prendre un morceau de bois, donc un bio, encore une fois, issu d'un chantier d'autoroute, des gros billots qui devaient partir à être brûlés. Et nous, on les a récupérés, on les a retraités, on a travaillé directement pour enlever le bois, et on a moulé directement notre verre dessus. Donc par le jeu de contre-moulage, et après on est venu l'insérer pour qu'il s'intègre parfaitement au bois. En dessous, ce que vous voyez, c'est un plateau de salle de bain qu'on a réalisé pour un hôtel de notre région. Donc là, il avait une demande particulière et on a été capable de la réaliser de A à Z. Et donc, tout ça, ça demande pas mal d'espace, pas mal de machines, et donc on a tout un savoir-faire, on a tout un parc machine qui nous permet de développer et d'aller encore plus loin en fait sur les créations et sur les demandes. Donc nous, on ne s'arrête pas à ce qu'on sait faire, on a aussi beaucoup de demandes de gens qui ont vu notre savoir-faire et qui nous demandent d'aller encore plus loin, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et voilà. Merci beaucoup. Je poserai la même question tout à l'heure. Comment s'organise la recherche ? C'est organisé, c'est pas organisé, c'est quantifié, parce que derrière mes questions, il y a. Alors je ne pense pas que vous, quoique peut-être Sophie Chénal, oui, mais derrière il y a des dispositifs législatifs, des dispositifs étatiques sur les recherches et développement. Donc c'est pour ça que parfois rentrer dans cette logique d'organisation de la recherche, ça peut, à moyen terme ou à terme, donner accès à ces dispositifs. Donc vous, est-ce que vous organisez cette recherche ou c'est selon la commande, selon le... Alors, il y a les deux cas de figure. Je pense que, comme pour Sophie, ça peut venir sous la douche une idée qui vient, et puis après, on part sur tout le procédé de fabrication. Mais c'est souvent, en fait, un test comme ça, une idée qui arrive, et puis après, c'est tous les tests qui en découlent, parce que, en fait, notre matériau, il est aussi très compliqué. C'est que à chaque changement d'échelle, à chaque changement on change un micro... on change n'importe quoi en fait dans notre processus de fabrication et le résultat il va être différent. Du coup, nous on passe, que ce soit l'idée elle peut venir de n'importe quand, mais après tout est noté de A à Z sur comment est-ce qu'on a placé dans le four, qu'est-ce qu'on a fait avant dessus, quelle température on a mis, que ce soit 5 minutes à 900 degrés, 10 minutes à 900 degrés, quelle température il faisait, parce que tout peut avoir une influence en fait sur le résultat final. Et pour l'instant, vous êtes plutôt, entre guillemets, cantonné à de l'objet décoratif, mais pas à des façades ou quoi, des façades, des parois un peu plus importantes que simplement l'objet. Ah si, on n'est pas cantonné. En fait, ce qui va nous influencer, ce qu'on est capable de faire, c'est la taille de notre four. Mais pour l'instant, on avait un petit four et on passe à un beaucoup plus grand de 2,50 m par 1,50 m. Donc ça permet de faire aussi des grandes parois et des choses assez importantes. Et puis après, on a aussi plein d'autres machines à notre disposition, comme de la découpe jet d'eau pour faire des encastrements, etc. Donc en fait, on n'est pas du tout fermé. D'accord, ok. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, on vous apporte un micro.
Vous dites que vous recevez du verre industriel. Est-ce que c'est du verre que vous commandez ou c'est un verre issu de recyclage? Et sinon, est-ce que vous avez déjà envisagé recevoir des chutes ou bien des verres de vraies vitres pour les recycler? Merci pour la question. C'est un des gros enjeux en fait du moment, et depuis qu'on a commencé ce travail-là sur la chute de verre. Donc à la base, ça partait quand même de nos chutes, de nos propres collections. Au bout d'un moment, avec la demande, eh ben, on n'a pas, nous, cette production nécessaire pour avoir assez de chutes. Donc, bien sûr, on utilise à chaque fois toutes nos chutes dans nos réalisations, mais on utilise du verre qu'on commande industriel et qu'on vient recouper à la bonne taille. Et cette idée de chute, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre en place, mais c'est un processus qui est très long et qui a du mal à prendre, parce que en fait, les miroiteries avec lesquelles on essaye de travailler, faut savoir que les chutes qu'elles font, ces miroiteries, elles sont rachetées par les entreprises qui leur vendent le verre. Donc, par exemple, Saint-Gobain vend une miroiterie, la miroiterie fait ses découpes, elle a des chutes, Saint-Gobain rachète ses chutes à la tonne, parce qu'il faut savoir que pour faire du verre, il faut du verre. Il faut à peu près 10 à 15% en fonction de la qualité de verre réutilisé. Donc nous, c'est compliqué en tant que petit artisan d'arriver et de dire à ces miroiteries, est-ce que vous pouvez nous trier vos chutes, les mettre sur un rack à côté, nous les garder, et pour que nous, on les revalorise. C'est un peu compliqué, ça prend du temps, mais on commence à avoir des interlocuteurs, mais c'est un travail de longue haleine. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Y a-t-il une... La couleur? Il marche, il marche. Il marche le micro? Non. L'œil? Oui. Oui, la couleur. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez. Comment vous faites la couleur? Alors, vu que c'est un verre industriel, on a peu de couleurs dans la masse à louer. Donc, on va avoir le verre que nous on utilise, qui s'appelle le verre extra clair, qui est un verre un petit peu bleu blanchâtre. Après, il y a le verre classique qui est utilisé dans le verre qui est utilisé dans toutes les vitres, donc qui est un peu plus verdâtre. Celui-là, on l'utilise moins parce qu'il altère beaucoup trop la lumière pour nous. Ensuite, vous avez un verre bronze, un côté un peu miel. Vous avez du gris, donc c'est un noir transparent. Et vous avez du noir. Ça, c'est les plus grosses couleurs qu'on retrouve. Et puis après, vous avez aussi un peu de bleu. Oui, c'est un bleu. Vous avez du vert et du jaune. Mais ces trois couleurs-là sont beaucoup moins utilisées. Et puis après, si on veut vraiment rajouter de la couleur, on a des émaux qu'on est capable de rajouter sur le verre avant. Donc ça veut dire en fait faire un processus avant pour rajouter de la couleur en surface, ou alors faire une vraie cuisson, et puis après les retravailler. Ça, c'est des choses qu'on est en train aussi de mettre en place, parce qu'on a eu des demandes d'insertion de couleurs à certains endroits, donc on est en train de réfléchir à tout ça. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, on vous apporte un micro. Bonsoir. Alors, donc, je voulais savoir, c'est une question pour Sophie et aussi Gauthier. Qu'est-ce que vous faisiez avec les déchets avant? Et comment c'était quoi un peu le déclencheur pour trouver une méthode, une procédure pour traiter ces déchets? Vaste question. Nous, avant, on n'en faisait pas grand-chose. On stockait en attendant d'avoir une idée géniale à faire avec. Et puis, c'est une fois, on s'est lancé et ça a commencé à faire des choses intéressantes avec. Et du coup, on a continué sur cette lancée. Et maintenant, en fait, c'est vraiment notre fer de lance, parce qu'on se rend compte qu'on peut arriver à faire des choses qui sont incroyables. Et il y a de plus en plus de demandes. Et puis, pour une notion écologique, c'est de plus en plus important. Bon, j'ai un petit souvenir, il y a 20 ans, à Murano, à Venise, vous alliez derrière les ateliers et les poubelles étaient à ciel ouvert. Et j'ai ramassé, c'était magnifique, des énormes débris de verre, on pouvait les prendre. Aujourd'hui, je crois que c'est interdit et c'est plus possible. Mais c'était des poubelles, en fait. Alors, c'était même pas classé par couleur, c'était jeté. Voilà. Donc, mais maintenant, on peut plus y accéder. Et en plus, même à Murano, ils recyclent ils peuvent refaire de la matière. Donc tant mieux.
Alors la question c'est quand est-ce que c'est advenu? C'est très récent. Hein. La question du déchet comme mine d'or, c'est très très récent. Il y a eu des penseurs qui l'ont évoqué, mais vraiment une mise en application qui pose plein de problèmes, plein de questions, c'est pas du tout. L'intention est louable, mais après la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée. Mais c'est même pas 10 ans, et même plus court, c'est 4-5 ans. Est-ce que c'est les législations? Pardon. Un peu avant. C'était un peu la question, c'est aussi est-ce que c'est la législation ou est-ce que c'est quoi qui est vraiment déclencheur aujourd'hui à traiter des déchets et puis à découvrir qu'il y a tellement on peut valoriser en fait. Moi, je me souviens d'un projet qu'on avait fait pour Maison Objet avec, on l'avait présenté sur Maison Objet en 2008 avec Sophie Larger et c'était encore une sollicitation des designers pour trouver des débouchés à mes poubelles énormous de déchets. Voilà. Et on a cherché depuis une petite vingtaine d'années, moi je dirais. Voilà. Mais de plus en plus, à l'époque c'était une prise de conscience et aussi un intérêt économique de réutiliser des gisements. Aujourd'hui, c'est une obligation. Moi, je ne peux pas aller voir un designer sans lui proposer une alternative en fin de vie d'un usage temporaire. C'est pas envisageable. Ça rentre plus du tout dans l'état d'esprit. Voilà. Donc les mentalités ont un peu changé aussi. Et après, je pense que c'est aussi, pour ma part, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'en fait, c'est revaloriser du déchet. C'est quelque chose qui est compliqué à faire aussi rentrer dans l'imaginaire collectif et dans l'inconscient collectif. C'est que ça va, vu que ça demande du travail, de retraitement, de refaçonnage pour redonner en fait de l'attrait en fait à ces matériaux-là. C'est un matériau qui forcément du coup coûte cher et du coup c'est compliqué. Donc ça demande tout un processus et de la pédagogie pour faire comprendre que c'est pas parce que c'est un déchet à la base que forcément ça va être moins cher. Et puis surtout, il faut sortir d'une culture du nouveau. Une culture du nouveau qui est récent, qui est de l'ère industrielle, puisque consommer du nouveau, c'est consommer du plus, dans la fabrication de la marge, du chiffre d'affaires et autres. Donc en fait, c'est tout un système qui a été mis en place. Quand je dis ça, je ne dénonce rien, parce qu'on est tous coupables. On a tous profité, et on continue tous à profiter de ce système-là. Donc c'est trop facile de dire que c'est la faute des autres, mais c'est une évolution des mentalités, et en fait, c'est pas une évolution, c'est simplement revenir à ce que venaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'est qu'ils ne jetaient rien. Dans les campagnes, c'est un peu comme le cochon, tout est bon dans le cochon. Là, on redécouvre cette culture on ne jette pas et on peut réutiliser, mais c'est une évolution. Et dans 10 ans, on pourra se dire qu'en fait, nos poubelles, ce sont nos mines d'or, et tant mieux. Voilà. Mais c'est des prises de conscience lentes, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Micro. C'est un peu ça. Il y a une deuxième partie de la question, c'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas changer le vocabulaire ou changer la façon de communiquer pour vraiment parler de ne pas parler des déchets, mais de parler vraiment de mine d'or. Je l'ai dit, ça ne vous choque pas, donc on peut en parler. Après, c'est la complexité, elle est technique. C'est-à-dire, il y a qu'à Faucon, c'est une chose. Après, il y a, comme je disais, l'image était très belle. Une fois qu'on a fait la crêpe, on ne va pas faire retourner la farine dans son bocal. C'est totalement impossible. Donc, il y a les limites techniques, les limites du réel, mais il faut peut-être faire la crêpe autrement, à notre usage, une fois qu'elle est faite. Donc, en fait, c'est plus un défi technique. Mais aujourd'hui, je crois, en tout cas, on peut parler de tout. On peut dire, oui, c'est que nos poubelles sont nos mines d'or. Ça ne choque pas, on l'aura peut-être
pas dit il y a quelques années. Moi, je donne un exemple très personnel. Ma belle-mère a se refusé d'aller vivre dans le centre d'une vieille ville parce que c'était vieux. Elle est allée se mettre dans un appartement dans les années 50, tout rutilant. Qui n'a pas fait ça ? Toutes les années 70 d'après-guerre, tout ce qui était vieux était condamnable. Tout ce qui était neuf était positif, le jeunisme. Bon, aujourd'hui, on fait machine arrière où on emprunte un autre chemin et ça se décompose à tous les niveaux. Quand on va faire le marché, certains, on peut en prendre de la tomate moche ou de la carotte toute biscornue. On les invendus, on peut les vendre. Parce que voilà, c'est des évolutions qui sont, on dirait, peut-être lentes. Non, je pense qu'elles sont très rapides. Alors, on est toujours impatient, mais ça va très vite, en fait. Je dis souvent, ça fait plus de 10 ans que je suis dans les métiers d'art. Ce qu'on me dit aujourd'hui, on n'a mis que 10 ans pour le faire, et c'est extrêmement rapide. Et tous les 6 mois, on peut porter un nouveau discours, et ça change très, très, très rapidement. Donc, en fait, non, l'évolution, elle est très positive. Mais après, il y a des problématiques techniques. Quand dans certaines productions, il y a du plomb, et on ne peut pas le réchauffer, parce que c'est dangereux, on ne peut pas le rejeter. Voilà, c'est plus on est plus limité par les capacités techniques que par l'intention. Voilà. Oui, une question. J'avais une deuxième question à propos du verre. Chaque année, il y a beaucoup d'industriels et même de particuliers qui jettent du verre, donc du vitrage, mais aussi des bocaux. On utilise tous des bocaux en verre. Est-ce que c'est pour une raison de refabrication, de refaire fondre tout et de tout retransformer, que c'est compliqué? Est-ce que vous envisagez éventuellement de pouvoir réutiliser en fait, tout ce verre qu'on a à disposition autour de nous sans arrêt et qui est jeté en grande quantité? Alors, c'est une question intéressante. Il y a plein d'entreprises qui se sont posées la question, mais en fait, on a chacun notre verre de prédilection, parce que tous les verres ne peuvent pas être mis ensemble. En fait, chaque verre a un coefficient, je vais parler trop technique, mais ne sont pas compatibles entre eux. Je ne peux pas faire fondre mon verre de vitre avec du verre de bouteille. Ils vont casser. En gros, très sommairement, c'est comme s'ils étaient tous les deux dans un lit et il y en a un qui tire la couette de l'autre côté, et du coup, il y en a un qui se retrouve à poil. Donc en fait, c'est ça qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger tous les verres. Et c'est pour ça qu'il y a des bennes spécifiques. Par exemple, quand vous allez en déchetterie, on ne peut pas mettre les bocaux avec le verre à vitre. Et même après, il y a beaucoup de choses encore à faire. Par exemple, pour réutiliser du verre à vitre, c'est un verre qui est beaucoup plus dur que celui qu'on utilise, alors que le nôtre est déjà très dur. Donc ça demande des quantités d'énergie faramineuses pour le faire refondre. Puis après, il faut mettre des choses dedans si on veut avoir une couleur uniforme. Donc voilà, c'est des choses potentiellement dans l'avenir. On nous a déjà proposé plein d'autres styles de verre. C'est des choses qu'on pourra réfléchir. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on se cotonne à un style de verre. Oui, donc c'est majoritairement une question économique quand même. Économique et de temps. Moi, je pourrais passer ma journée à faire des tests, à essayer de trouver les bonnes courbes de cuisson, mais ça prend trop. Il faudrait qu'on soit plus que 2 à l'atelier pour pouvoir faire ça aussi. J'imagine. Merci beaucoup. Est-ce que le verre Sécurite est réutilisable? Oui, oui, tout à fait. Alors, le verre Sécurite, c'est juste du verre qui a été réchauffé et refroidi brutalement. Ouais. Donc, en fait, en soi, s'il est remonté progressivement en température, il est réutilisable. On va lui enlever, en fait, son principe d'être Sécurite. Par contre, le verre qui est, lui, feuilleté, ça, c'est plus compliqué parce que vous avez 2 couches de verre et au milieu, vous avez une feuille de plastique. Donc, c'est comme pour la pâte à crêpes. Pour la crêpe, c'est compliqué de séparer les deux là, à ce moment-là. D'accord. Mais oui, du verre à vitre, on nous a déjà ramené, on a déjà fait des tests. Oui, ça se refond complètement. D'accord. Merci. C'est les pare-brises feuilletées? Alors, les pare-brises sont feuilletées et les vitres côté passager sont trempées. Après, je peux vous expliquer pourquoi. Mais alors, à l'époque, le verre de vos pare-brises était, lui, trempé. Mais en fait, ils se sont vite rendus compte que en fait, les gens décédaient de l'impact avec le pare-brise plutôt que du choc en lui-même. Parce qu'en fait, le principe du verre trempé, c'est que vous créez des tensions. En fait, vous remplacez. C'est comme si vous aviez à la surface du verre, vous avez des gros grains de sable.
des petits grains de sable, vous en enlevez un sur deux, vous mettez un gros grain de sable. Ça vient faire de la tension en fait en extérieur, ce qui fait qu'il est beaucoup plus solide à la torsion et il est beaucoup plus solide. Mais du coup, sur le côté, dès qu'on vient le taper, il explose en plein de petits morceaux et vous ne coupez pas avec. Mais du coup, ce qui fait que quand on se le prend, il est beaucoup plus dur. Et donc c'est pour ça qu'à bout d'un moment, ils ont passé en feuilleté l'avant, parce que du coup, ça absorbe plus les chocs. Et en plus, ça permet de retenir les morceaux. Mais sur les côtés, c'est plus simple parce que ça permet de briser des vitres. Oui, Magali. Moi, j'ai une petite question sur toutes ces expérimentations ou cette R&D que vous avez faite pour recycler vos déchets. Est-ce que vous pensez que ce sont vous souhaitez que ce soit des modèles réplicables ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que c'est un format un peu ouvert que vous êtes prêt à partager, ou est-ce que c'est devenu des nouveaux secrets d'ateliers, voire des nouveaux savoir-faire dans vos branches respectives? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que chaque entreprise qui est dans les savoir-faire, les métiers d'art, dans cette excellence, doit quand même avoir ce savoir-faire aujourd'hui de traiter, et demain, enfin de façon imminente, ses propres déchets, d'être force de proposition, de prendre son temps, parce que j'imagine que c'est un temps que vous avez pris sur... faut le valoriser, ça aussi, peut-être répercuter en coût, le répercuter dans l'image, la valeur perçue. Mais voilà, comment vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez ouvrir ou pas ce que vous avez déjà défriché? C'est partageable ou c'est fermé? Pour moi, c'est ouvert parce que je cite même les usines avec lesquelles je bosse, parce que je suis toujours à la recherche de ces entreprises, et c'est aussi très low-tech, donc c'est des broyeuses, presseuses. En fait, c'est peut-être aussi l'avenir, c'est peut-être un avenir aussi, un levier économique, d'être capable de broyer n'importe quoi, de déchiqueter n'importe quoi. C'est déjà une première étape qui est intéressante. Parce que c'est la seule façon de recycler la fameuse crêpe, hein, en la broyant et en la repressant, et ben, on peut la resservir à table. Mais ça veut dire aussi broyer des chaussures, les represser, et on a un matériau. Donc ça, c'est low-tech, mais il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire avec un gisement à côté. Mais l'usine avec laquelle je bosse... elle est connue et je communique beaucoup dessus. C'est l'usine qui retraite le Tetra Pak. Et eux aussi sont très ouverts parce qu'ils ont un outil, une avancée technologique, un sourcing européen de toutes les Tetra Pak qui arrivent sur des SMI. Voilà. Au préalable, c'est intéressant aussi de se dire qu'au préalable, ils fondaient le Tetra Pak et récupérait gratuitement l'aluminium dans cette usine de ventilateurs en République tchèque. Et depuis, ça j'aime beaucoup cette histoire aussi, qui sont rentrés en Europe, on leur a dit, vous ne pouvez plus incinérer tout ça parce que vous polluez toute notre atmosphère. Donc ils ont dit, bah, tiens, on va faire autrement. Mais moi, je travaille beaucoup à l'ouverture. Je me dis que il faut partager énormément de choses. Et puis à la fin, là où je tire mon épingle du jeu, c'est que j'ai un marché, j'ai des matériaux, j'ai des savoir-faire. Et bah, je souhaite beaucoup de courage à la personne qui fera la même chose que moi demain. Mais voilà, donc pour tout le reste, je partage. Oui, alors nous c'est un peu pareil. Sur le principe, je suis ouvert. De toute façon, on n'est pas les premiers, on n'est sûrement pas les derniers à réutiliser ce matériau, à le faire refondre pour essayer d'en faire quelque chose. J'ai des exemples là en tête de gens qui font des dalles de verre comme nous on fait en Allemagne en faisant refondre du verre de bouteille. Et ça ressemble à s'y méprendre sur un de nos motifs. Oui, comme disait Sophie, en fait, moi je suis ouvert. Je souhaite bien du courage à ceux qui veulent se lancer dans ce que nous on a entrepris avec ce verre-là. Je sais que dans la communauté verrière, on est de verriers. On nous prend déjà pour des fous à retravailler ce matériau-là de cette façon-là. Parce que je vous le montrerai pour ceux qui veulent venir voir tout à l'heure. Comment sort le verre en sortie de cuisson et tout le retravail qu'il y a derrière. C'est quelque chose, bah oui, les entreprises, il faudrait qu'on ait de plus en plus de monde qui travaille ces matériaux-là, mais ça demande énormément de temps, énormément des gens vraiment dédiés pour faire ça. Et on m'a déjà proposé, là,
des industriels qui m'ont demandé si moi je pouvais les aider à faire leur recherche et développement sur la refonte. Donc après ça se discute, après c'est à quel point en fait ça devient de la concurrence après aussi pour nous, si on peut dire en termes de concurrence, quels moyens eux ils ont en fait d'aller sur les marchés que nous on vise avec une force de frappe qui est aussi différente. Donc c'est tout ça à prendre en compte quand on nous demande nous de travailler sur de la récupération de verre. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que à l'échelle artisanale où vous êtes force de proposition sur des modèles qui pourraient intéresser potentiellement des industriels ensuite. Donc il y a une scalabilité, en tout cas, de ce que vous êtes en train de faire qui est possible. Après, est-ce qu'elle est souhaitable, c'est autre chose, mais on voit qu'il y a quand même un côté très laboratoire au niveau artisanal sur des process qui pourront peut-être être ceux de demain à une échelle des volumes plus larges. Bien sûr, nous, c'est pour ça que là, on voit de plus en plus de maisons de luxe qui sont intéressées par nos matières, et c'est aussi ce qu'on met en avant, en fait, c'est le fait que pour l'instant, c'est une matière qui peut être utilisée pour faire tout ce qu'on veut. Donc après, on peut l'imaginer de manière industrielle. Après, c'est à voir, est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite aussi avec Manon. Après, peut être d'autres manières de nous continuer, par exemple, à développer des process, des matières et des motifs. Mais après, développer peut-être avec d'autres industriels la fabrication. Après, c'est à voir comment nous, on voit notre artisanat, en fait, et jusqu'à quel point on considère ça encore comme de l'artisanat et ce qu'on veut faire sur les années qui arrivent. Merci. Une dernière question, ou une autre question. Pas dernière. Pas forcément, d'ailleurs. Bon, non, pas de... Vous allez le regretter. Hein. Bon, merci à tous les deux, merci à tout le monde, et bonne soirée.